Imagine, la chaleur ne s'arrête pas au bout d'un jour ou de deux, ça dure des semaines entières. Le soleil est juste au-dessus de ta tête, le sol brûle sous tes pieds, et même l'air devient lourd à respirer. Pas de climatiseur, pas de frigo, pas même une bouteille d'eau à emporter. Alors, qu'est-ce que faisait l'homme préhistorique? Il se cachait dans une grotte toute la journée? Ou il avait une façon plus intelligente, plus complète, de gérer la chaleur? Laisse-moi te raconter toute l'histoire. Parce que l'homme préhistorique n'a pas affronté la chaleur avec une seule solution miracle. C'est une série de changements, certains dans son comportement, d'autres dans son corps lui-même, qui ont transformé sa façon de dormir, de bouger, de chercher de l'eau, de chasser, et même le type d'endroit qu'il choisissait pour vivre. Alors voilà le truc. Aujourd'hui, si la température monte, tu as plein de solutions. Tu fermes les fenêtres, tu allumes la climatisation, tu ouvres le frigo, tu bois de l'eau fraîche. L'homme préhistorique, lui, faisait face à un problème totalement différent. La chaleur, ce n'était pas juste une sensation désagréable. La chaleur, ça voulait dire que le corps perdait de l'eau rapidement. Bouger en milieu de journée devenait dangereux. Chercher de la nourriture demandait un effort bien plus grand. Et le pire, c'est que marcher trop longtemps sous le soleil pouvait amener le corps à un point où il n'arrivait plus à se refroidir lui-même. Ce qu'on appelle aujourd'hui un coup de chaleur pouvait, à cette époque, être une sentence de mort, sans aucun moyen de la traiter. À cause de ça, l'homme préhistorique ne se demandait pas comment supporter la chaleur. Il se posait une question bien plus importante. Comment vivre d'une façon qui évite complètement d'y être exposé, autant que possible? Et c'est là qu'a commencé le premier changement. Si le soleil de midi était l'ennemi, la solution la plus simple, c'était de ne pas bouger à ce moment-là. L'activité commençait à l'aube, avant que la chaleur ne monte. La chasse, la cueillette, la recherche d'eau, tout ça se passait pendant les heures les plus fraîches de la journée. Puis, quand le soleil atteignait son pic, l'activité s'arrêtait presque complètement. On se mettait à l'abri, on économisait ses forces, et on attendait que la journée commence à décliner pour ressortir en fin d'après-midi ou en début de soirée. Ce changement paraît simple, mais il a complètement bouleversé la journée. La chasse ne se passait plus n'importe quand. Le voyage ne commençait plus quand on le voulait. Même la recherche d'eau devenait liée au soleil et à l'ombre. Et tu sais quoi? Aujourd'hui encore, dans beaucoup de régions chaudes du monde, les gens font exactement la même chose, souvent sans même y penser. Ils sortent tôt, ils évitent le milieu de journée, et ils repoussent les tâches lourdes au soir. Le problème est resté rigoureusement le même. Seuls les outils autour de ce problème ont changé. Mais changer, les horaires ne suffisaient pas. L'homme avait besoin d'un endroit qui le protège directement du soleil pendant les heures où il ne pouvait pas bouger. Au début, il cherchait l'ombre déjà présente autour de lui. Un grand arbre, un rocher en saillie, une pente dans le terrain, ou une ouverture entre des pierres. Les grottes étaient une option utile dans certaines régions, mais elles n'existaient pas partout, et tout le monde ne vivait pas dans une grotte. Une grotte donne de l'ombre et protège du soleil. Mais elle a aussi un problème. Un endroit sombre n'est pas toujours un bon endroit. Si la grotte est profonde ou mal ventilée, elle peut passer du statut de refuge à celui d'endroit étouffant. Et si elle est loin de l'eau, elle ne sert pas à grand-chose, même si elle est fraîche. C'est là que l'homme a compris quelque chose d'important. Un bon abri, ce n'est pas l'endroit le plus sombre. Un bon abri, c'est l'endroit qui réunit trois choses en même temps: l'ombre, l'air et la proximité de l'eau. Et là, comme d'habitude, l'archéologie débarque avec des preuves. À partir de là, l'homme a commencé à observer son environnement d'une façon totalement différente. Un arbre n'était plus juste un arbre. Il remarquait la taille de son ombre,
La direction du soleil. Le moment précis où l'ombre se déplaçait d'un endroit à un autre au cours de la journée. Un rocher n'était plus juste un rocher. Il devenait un mur naturel qui protégeait à la fois du soleil et du vent. L'eau, elle, était le facteur qui déterminait tout le trajet dans un monde sans carte, sans point de repère écrit, sans aucune certitude sur ce qui se trouvait plus loin. L'eau était plus importante que le chemin lui-même. L'homme préhistorique ne choisissait pas un endroit parce qu'il était joli. Il choisissait l'endroit où il pouvait boire, trouver de la nourriture, observer les animaux et se protéger de la chaleur, tout ça en même temps. Si l'eau disparaissait, la vie disparaissait avec elle, tout autour. C'est pour ça que connaître les sources d'eau était une vraie compétence de survie, probablement l'une des plus précieuses de toutes. On se souvenait des mares et des rivières, année après année. On observait les traces des animaux, parce que les animaux connaissent souvent les points d'eau bien mieux que nous. On faisait attention aux lits des torrents asséchés, aux vallées encaissées et aux endroits qui gardaient l'humidité plus longtemps que les autres, même en pleine saison sèche. Certains insectes, certains oiseaux avaient des comportements qui trahissaient la présence d'eau à proximité. Un simple vol d'oiseaux, répété au même endroit, au même moment de la journée, pouvait suffire à indiquer où boire. Mais le problème, ce n'était pas seulement de trouver de l'eau. Il fallait aussi savoir quand bouger, quand se reposer, et où trouver de l'ombre sur le trajet. Et c'est là que le voyage est passé d'une simple réaction à une vraie planification. L'homme ne fuyait plus la chaleur après avoir déjà épuisé ses forces. Il planifiait sa journée avant même qu'elle ne commence. Il décidait quand sortir, quand s'arrêter, où se reposer, et comment revenir avant que l'eau ne se fasse rare, et que la chaleur ne devienne trop forte pour continuer. Accroche-toi, parce que ça devient encore plus intéressant. Jusqu'ici, on a parlé de comportement, de choix, d'organisation. Mais la vraie surprise, c'est que l'homme ne s'est pas seulement adapté à la chaleur par ses habitudes. Son corps lui-même a changé, physiquement, sur des centaines de milliers d'années. Commençons par la peau et par les poils. Des chercheuses comme Nina Jablonski ont étudié pourquoi l'être humain a perdu la majeure partie de sa fourrure corporelle, contrairement à presque tous les autres primates. L'explication la plus solide aujourd'hui, c'est que cette perte de poils est directement liée à la nécessité de se refroidir efficacement dans un environnement africain, chaud et ensoleillé. Voilà pourquoi. Un pelage épais retient la chaleur près de la peau. Sans poils, la sueur peut s'évaporer directement à la surface du corps, ce qui refroidit beaucoup plus efficacement. Et l'être humain possède un nombre de glandes sudoripares largement supérieur à celui des autres grands primates. On parle de plusieurs millions de glandes écrines réparties sur presque toute la surface du corps. Aucun autre grand singe ne transpire de cette façon. C'est une des adaptations les plus radicales et les plus spécifiquement humaines de toute notre évolution. Mais perdre ses poils sous un soleil direct pose un autre problème. Une peau nue est beaucoup plus exposée aux rayons ultraviolets. C'est là qu'intervient un deuxième changement, lié au premier. Selon les recherches de Jablonski et de son collègue George Chaplin, la pigmentation de la peau se serait adaptée en parallèle, avec une peau plus foncée, plus riche en mélanine, apparue chez les populations vivant sous les latitudes les plus ensoleillées, précisément pour protéger le corps des dommages causés par une exposition solaire intense et constante. Autrement dit, perdre ses poils pour mieux transpirer et foncer sa peau pour se protéger du soleil, ce sont deux faces d'une seule et même stratégie de survie face à la chaleur. Et il y a un troisième élément, encore plus surprenant, la posture elle-même. Un chercheur nommé Peter Wheeler a proposé, dans les années 1980 et 1990,
une hypothèse aujourd'hui largement discutée et prise au sérieux. Selon lui, le passage à la bipédie, le fait de se tenir debout sur 2 jambes plutôt qu'à 4 pattes, aurait offert un avantage thermique considérable dans un environnement de savane chaude et ouverte. Voici pourquoi. Un corps debout expose une surface beaucoup plus petite aux rayons directs du soleil de midi, puisque seul le sommet du crâne et les épaules reçoivent la lumière la plus intense au lieu de tout le dos, comme chez un animal à 4 pattes. En plus, se tenir debout permet au corps de capter davantage les courants d'air, à une hauteur où la température est légèrement plus fraîche qu'au ras du sol brûlant. Autrement dit, se tenir debout, ce n'était pas seulement utile pour libérer les mains, ou pour voir plus loin dans les Hautes-Herbes. C'était peut-être aussi, littéralement, une stratégie pour prendre moins de chaleur en pleine face. Et maintenant, voici sans doute la conséquence la plus spectaculaire de toutes ces adaptations combinées. La chasse par épuisement, aussi appelée chasse de persistance. Un chercheur du nom de David Carrière a proposé, dès le milieu des années 1980, une idée fascinante. Contrairement à la plupart des mammifères, un humain peut courir sur de très longues distances, en pleine chaleur, sans s'arrêter, grâce à sa capacité exceptionnelle à évacuer la chaleur par la transpiration. La majorité des grands mammifères, eux, doivent haleter pour se refroidir, ce qui les oblige à ralentir, voire à s'arrêter complètement, pour respirer efficacement. Ça veut dire qu'un humain, en courant à un rythme modéré mais constant, pendant plusieurs heures, en pleine chaleur du jour, peut littéralement épuiser un animal plus rapide et plus fort que lui, simplement parce que cet animal est obligé de s'arrêter régulièrement pour ne pas surchauffer, alors que l'humain continue d'avancer. Ce n'est pas juste une théorie abstraite. Un chercheur de terrain, Louis Liebenberg, a documenté et filmé, chez les chasseurs San du désert du Kalahari, des chasses de persistance bien réelles menées aujourd'hui encore. Un chasseur repère un animal, souvent un grand koudou ou une antilope, et le poursuit pendant des heures, sous une chaleur extrême en plein milieu de journée, jusqu'à ce que l'animal, épuisé et en surchauffe, ne puisse littéralement plus avancer. Autrement dit, la chaleur qui devrait tuer l'humain est devenue, avec la bonne stratégie et le bon corps, une arme de chasse à part entière. L'homme n'a pas seulement survécu à la chaleur. Il a fini par la retourner à son avantage. Mais revenons un instant à quelque chose de plus lent, de plus discret, mais tout aussi réel. La forme même du corps humain a continué de s'adapter région par région, sur des dizaines de milliers d'années supplémentaires. Les chercheurs pensent que certains des premiers humains ayant vécu dans des environnements particulièrement chauds et secs avaient des corps longs et fins, avec des jambes proportionnellement plus longues que la moyenne. Ce sont des caractéristiques qui aident le corps à évacuer la chaleur plus efficacement, en augmentant la surface de peau disponible par rapport au volume total du corps. Imagine la différence entre un corps compact qui retient la chaleur à l'intérieur et un corps long et fin qui laisse beaucoup plus d'air circuler tout autour de lui. Mais ce changement ne s'est pas produit pour une seule personne, au cours d'une seule vie. Personne ne s'est réveillé un jour de forte chaleur en découvrant que son corps avait changé du jour au lendemain. Le changement s'est produit très lentement sur d'innombrables générations. Les individus dont le corps arrivait à mieux se refroidir avaient, en moyenne, plus de chances de survivre et donc plus de chances de transmettre ces caractéristiques à leurs enfants. Avec le temps, génération après génération, ces traits se sont accumulés et répandus dans les populations vivant dans les régions les plus chaudes du monde. Et voilà le point vraiment important. L'homme préhistorique n'était pas aussi faible face à la nature qu'on l'imagine parfois.
Son corps et son comportement changeaient avec son environnement, en permanence. Chaque fois que les conditions changeaient, lui aussi commençait à s'adapter, parfois en quelques générations, parfois sur des dizaines de milliers d'années. Et il y a un dernier élément à cette histoire, peut-être le plus vertigineux de tous. Le désert n'a pas toujours été un désert. Il existe une période que les scientifiques appellent la période humide africaine, qui s'est étendue à peu près entre 11 000 et 5 000 ans avant aujourd'hui. Pendant cette période, une grande partie du Sahara actuel, aujourd'hui l'un des endroits les plus arides de la planète, était en réalité couverte de lacs, de rivières, de prairies, et abritait une faune abondante. La preuve la plus spectaculaire de tout ça se trouve dans un site appelé le Tassili Nager, dans le sud de l'Algérie, en plein cœur du Sahara moderne. Sur les parois rocheuses de cette région, des artistes préhistoriques ont peint et gravé des milliers de figures il y a plusieurs milliers d'années. Et ce qu'on y voit est stupéfiant. Des hippopotames, des girafes, des troupeaux entiers de bovins menés par des humains. Des scènes de vie quotidienne dans un paysage qui devait ressembler à une savane verdoyante, à l'endroit exact où s'étendent aujourd'hui des dunes de sable, à perte de vue. Ces images nous racontent une histoire vertigineuse. Des populations humaines entières ont vécu, pendant des générations, dans ce qui est aujourd'hui l'un des environnements les plus hostiles à la vie humaine, sur toute la planète. Et puis, très progressivement, sur plusieurs siècles, le climat a changé. Les pluies sont devenues plus rares. Les lacs ont commencé à se rétracter. Et la végétation a peu à peu cédé la place au sable. Face à ça, les populations n'ont pas eu d'autre choix que de suivre l'eau qui reculait, petit à petit, vers le sud, vers le Nil, vers les régions qui conservaient encore assez d'humidité pour permettre la vie. Cette lente migration, forcée par l'assèchement progressif d'une région entière, est probablement l'un des exemples les plus impressionnants d'adaptation collective face à un changement climatique majeur bien avant que ce mot n'existe. Alors, pourquoi je te raconte tout ça? En long, en large, avec des glandes sudoripares, des chasseurs qui courent sous 40 degrés, et des girafes peintes en plein Sahara. Parce qu'on a souvent une image un peu simpliste de l'homme préhistorique. On l'imagine subissant la nature, impuissant face au moindre changement de température. La réalité est beaucoup plus impressionnante que ça. L'homme préhistorique a changé ses horaires. Il a inventé l'ombre là où elle n'existait pas. Il a appris à lire l'environnement pour trouver de l'eau invisible. Son corps lui-même, sa peau, ses poils, sa posture, sa capacité à courir sous la chaleur, tout ça a évolué précisément pour lui permettre de tenir tête à un ennemi aussi silencieux et implacable que la chaleur extrême. Et avec le temps, il n'a plus attendu de trouver une ombre déjà présente. Il a commencé à fabriquer l'ombre lui-même. Des branches empilées les unes sur les autres. Des pots ou des plantes qui recouvrent un espace. Des barrières qui réduisent le soleil et le vent, avec des ouvertures qui laissent quand même entrer l'air. Au début, ces habitations étaient temporaires et simples. Mais l'idée, elle, était absolument révolutionnaire. Si tu ne trouves pas d'endroit qui te protège de ton environnement, construis-en un toi-même. Cette même idée existe encore, aujourd'hui, dans nos maisons. On ferme les rideaux. On utilise des isolants. On conçoit des fenêtres qui réduisent l'entrée de la chaleur. L'homme préhistorique faisait quelque chose de très similaire, avec des outils infiniment plus simples. Nous, on change la température d'une pièce entière avec un simple bouton de climatisation. Lui, il changeait l'endroit où il dormait, en fonction du soleil et de l'ombre. Nous, on achète de l'eau en bouteille au magasin le plus proche. Lui, il se souvenait de l'emplacement exact d'une mare, à des kilomètres de distance. Où
il suivait les traces d'un animal pour la retrouver. La différence entre nous et lui, ce n'est pas que son problème a disparu avec le temps. Le soleil existe toujours exactement de la même façon. Le corps humain a toujours besoin d'eau, dans les mêmes proportions. L'ombre signifie toujours confort et sécurité, où que tu sois sur la planète. Ce qui a changé, au fond, c'est simplement la quantité d'outils que nous avons aujourd'hui à notre disposition pour résoudre ce même problème vieux de plusieurs millions d'années. Et au final, l'homme préhistorique n'a pas vaincu la chaleur par la force brute. Il l'a vaincu le jour où il a arrêté de l'affronter directement, tête baissée, et où il a commencé, patiemment, à la comprendre. Il savait quand bouger, où se cacher, comment garder de l'eau, comment lire un paysage entier à la recherche d'un simple point d'humidité, et comment construire un abri parfaitement adapté à son environnement. Son propre corps, sa peau, sa posture, son endurance à la course, tout ça a fini par devenir une réponse vivante à cette chaleur qui aurait dû, en théorie, l'anéantir depuis longtemps. Et c'est ainsi que, depuis l'ombre d'un arbre, d'un rocher ou d'une petite grotte, a commencé l'une des idées les plus importantes de toute l'histoire humaine. L'idée qu'un abri n'est pas juste un endroit où on dort. Un abri, c'est la toute première façon que l'homme ait jamais inventée pour rendre la nature un peu moins cruelle avec lui. Et c'est comme ça que le feu n'a jamais failli s'éteindre. À la prochaine, sur le dernier feu.